Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 11 juin. C'est parti pour la semaine Philo Monaco, une semaine pour prendre le temps de l'échange autour de différentes thématiques qui nous concernent tous et qui reflètent le débat actuel. La Société des Bains de Mer renforce sa sécurité avec un nouveau poste de contrôle sûreté qui a été présenté ce matin au Prince Albert II. Quand les souvenirs se racontent en images, nous nous intéresserons ce soir aux archives. Comment sont-elles conservées? Comment maintenir cette mémoire vivante? Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, sera notre invité. J-1 avant le match 4 des finales du championnat de France. Monaco affronte Paris pour le titre, un match déterminant que nous évoquerons avec notre consultant Ali Traoré. Top départ pour la semaine philo à Monaco. De nombreux temps forts vont rythmer cet événement organisé dans différents lieux de la Principauté. Objectif, ouvrir le champ de la réflexion sur de multiples thèmes pour toucher un large public. Exemple ce matin, Place d'Armes avec la matinale au marché de la Condamine où l'écologie était au cœur des échanges. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Si tu ne vas pas à la philosophie ira à toi. C'est le concept depuis plusieurs années de cette semaine philo. Des échanges sont organisés un peu partout dans Monaco. Cette année par exemple au Théâtre Princesse Grasse, au Café de Paris, au Yacht Club, ou comme ici chaque matin, la philosophie au plus près de la population dans un lieu cher aux Monégasques, la Place d'Armes. Ce mardi, 6 invités ont débattu autour de l'écologie, des philosophes, une avocate, un chercheur au CNRS ou encore le vice-président de la Fondation Prince Albert II. Que ce soit dans l'Antiquité grecque avec les agoras ou l'Antiquité romaine avec les forums, à l'époque, la philosophie se débattait au cœur de la population comme ici, place du marché, autour des poissons, des fleurs ou encore des fruits et légumes. C'est important parce que la philosophie naît de problèmes qui s'imposent à nous. Et si on veut parler au monde et pas seulement sur lui, dans notre appartement isolé, c'est important de venir et écouter les personnes, sentir un peu les vibrations. Comme chaque matin durant cette semaine philo, depuis 3 ans maintenant, pendant un peu plus d'une heure, les Monégasques, les résidents, se donnent rendez-vous pour écouter mais aussi débattre avec les intervenants. Je pense que c'est très bien organiser cette rencontre ici à le marché parce que donne l'ambiance et ne donne pas. C'est un sujet très important. Des fois, les gens pensent que c'est loin de nous et le fait de le faire ici peut donner à tous la possibilité de rencontrer, de parler des sujets importants. Aujourd'hui, on avait du monde et tout, donc bravo. C'est ce côté incroyable à Monaco. On avait le Grand Prix, on avait les super marques avec les voitures à plusieurs millions d'euros. Et puis on peut venir réfléchir, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas de Monaco, c'est qu'il y a une profondeur de réflexion, d'attachement à la nature, à l'environnement qui sont réels. Donc moi, je trouve ça super. Suite de ces matinales philo, Place d'Armes à 9h30 avec mercredi l'éducation, jeudi le soin et vendredi les femmes. Et retrouvez chaque soir à 21h sur Monaco Info la matinale des rencontres philosophiques et donc cette première sur le thème de l'écologie, un échange animé par Sandrine Nègre-Bonilla. Dans un tout autre domaine, la Société des Bains de Mer renforce sa sécurité avec un nouveau poste de contrôle sûreté. Il a été présenté en fin de matinée aujourd'hui à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. En principauté, la sécurité n'est pas seulement une priorité, c'est un art de vivre. Monaco est un modèle qui inspire les grandes villes du monde. Dans ce cadre, la Société des Bains de Mer, plus important pourvoyeur d'emplois du pays, met un point d'honneur à garantir la sécurité de ses employés et de ses clients. Des protocoles rigoureux et des technologies avancées assurent ainsi une protection discrète mais efficace. C'est en fait un projet qui date d'il y a à peu près 6 mois, sur lequel on avait un besoin fort d'avoir un endroit pour centraliser un petit peu tout ce qui va assurer la sûreté au sein de Monte-Carlo, donc du groupe de la Société des Bains de Mer. Donc vous avez sur place des opérateurs qui en fait relient les caméras, la communication, toutes les alarmes de tous les sites dont on a la charge, ce qui n'était pas le cas avant. À ce stade, le PC il est fait dans cette optique-là. Ça veut dire que dès que vous avez un incident, dès que vous avez un doute, dès que vous avez une quelconque intervention assumée et assurée, vous avez le PC qui va tout prendre en charge, qui va envoyer les moyens nécessaires. On dispose de 14 opérateurs et de 4 chefs de salle. Donc le PC est opérationnel 24 heures sur 24. Ils sont tous issus de la sûreté privée et tous sont issus déjà des équipes de la sûreté de la Société des Bains de Mer.
La collaboration entre la police monégasque et les services de sécurité privée de la Société des Bains de Mer incarne une parfaite synergie. Ce partenariat se traduit par des échanges réguliers au travers d'une gestion des incidents et de la prévention des délits. Donc on va pouvoir également intervenir et amener les équipes qu'on va pouvoir envoyer dans différents endroits sur des moments clés à un instant précis. Et tout est suivi en temps réel avec d'un côté une surveillance vidéo et également un contact permanent en direct avec les forces de la sûreté publique. C'est un des objectifs que je souhaite mettre en place, une vraie collaboration. J'aime pas trop la terminologie, mais enfin vous êtes ici chez vous, donc en fait on a envie de dire le vrai partenariat, ce dont ils ont besoin, c'est ce dont on a besoin également. Et en fait il n'est pas exclu qu'à ce stade, on puisse échanger beaucoup d'informations par rapport à des gens qu'on va soit rechercher, soit retrouver, soit éventuellement collaborer par rapport à des doutes sur des incidents qu'on a pu relever, qui ont une incidence à la fois sur le domaine public et également sur le domaine privé. Ce nouveau PC Sûreté assure non seulement une tranquillité d'esprit, mais renforce également l'image d'exclusivité et de sécurité qui fait la renommée de la principauté. Elles sont le témoignage du passé. Les archives, qu'elles soient photographiques ou audiovisuelles, nous permettent de maintenir cette mémoire encore vivante. En principauté, ce patrimoine inestimable est conservé notamment par l'Institut audiovisuel de Monaco, et ce depuis près de 30 ans. Comment travaille-t-il et quelles sont ses missions et quelle est la valeur de ces images? Le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco est notre invité ce soir. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Émilie. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes l'un des garants du patrimoine audiovisuel de la Principauté? Le gardien du temple peut-être. En tout cas, je m'y efforce, on s'y efforce, toute l'équipe de l'Institut, depuis bientôt 25 ans, Émilie. Est-ce qu'il commence aussi à faire pas mal d'archives? Difficile de quantifier, donc on va donner des estimations, 100 000 documents audiovisuels pour environ 500 000 photos. Tous les documents originaux, comme vous le savez, sont conservés, sauvegardés, numérisés. Donc il y a les sources d'origine, mais il y a aussi l'équivalent en fichier et en poids fichier. Donc ça fait aussi un certain nombre de téras d'images, de sons, de photos que nous conservons à l'Institut. Et comment on conserve ces images du passé? Alors on les conserve dans un abri de conservation et dans des réserves qui sont à température et hygrométrie contrôlées en fonction de la nature des supports. Donc les supports argentiques, ce sont des températures très basses, 8 degrés voire moins pour 30% d'humidité. Pour les photographies et les documents sonores et les vidéos, c'est plutôt 18 degrés pour 50% d'humidité. Vous êtes finalement en possession de véritables petits trésors. D'où viennent ces archives? Alors on conserve ici l'essentiel de la mémoire cinématographique et audiovisuelle de Monaco. Et on agrège environ 50 à 60 fonds d'entités culturelles, sportives, associatives de Monaco. Le plus vieux document, c'est un document qui fait partie des collections du musée océanographique de Monaco. Ce sont les premières images animées tournées par le prince Albert Ier. Le document sonore le plus ancien, c'est aussi au prince Albert Ier qu'on le doit. C'est un document de 1899. Il s'essayait à la prise de son phonographique à partir d'un élément Edison, d'un enregistreur Edison. Et nous sommes les seuls à Monaco à avoir des chambres, justement, comme je l'expliquais un peu plus tôt, des chambres de conservation aux normes internationales. Vous avez mentionné tout à l'heure le mot « histoire », parce que là, on va au-delà du souvenir. Comment on entretient cette mémoire du passé? Comment on la garde en vie? Le travail de fond est un travail technique de sauvegarde de ces documents. Il y a le travail d'indexation, donc le travail de documentation de ces archives. Si elles ne sont pas documentées, c'est-à-dire datées, identifiées, on ne les retrouve pas. Mais le second travail auquel s'emploie l'Institut, c'est évidemment la valorisation de ce fonds. Donc on a
on accorde beaucoup d'importance au réemploi de ces images, à leur diffusion. On le fait dans le cadre de nos projections de tout l'art du cinéma. En début de programme, avant les films de cinéma, on propose toujours une pépite tirée de nos collections, mais on organise aussi dans la petite salle de l'Angelin des programmes à base d'archives pour montrer le plus souvent possible la richesse de nos collections et faire partager évidemment cette mémoire au plus grand nombre. Oui, la prochaine projection aura lieu le 19 juin à 18h30. Elle portera sur le 25e anniversaire de l'avènement du prince René III avec les images de TMC. D'ailleurs, cette projection entre dans le cadre de l'exposition La jeunesse de Télé Monte-Carlo. On s'est attaché à mettre l'accent sur cette jeunesse, cette fougue qui a animé les opérateurs, les journalistes, les speakerines de cette jeune télévision qui a employé des trésors d'imagination et d'invention pour animer cette chaîne en proposant parfois des programmes en première exclusivité. Donc c'est une époque, 1954-1974. Cette période couvre cette genèse de la télévision jusqu'au premier programme en couleur dont fait partie justement ce film hommage aux 25 ans de règne du prince Régnier, qui est le grand initiateur de la télévision à Monaco en novembre 1954. Vincent Vatrican, vous disposez également des images de Monaco Info. Je crois savoir qu'une partie de cette collection est valorisée grâce à un partenariat avec l'INA. Oui, alors il faut le reconnaître, c'est le fonds le plus important que nous conservons ici. Depuis les origines de Monaco Info, qui s'appelait à l'époque Monaco à la Une, novembre 1995, jusqu'à aujourd'hui, ça représente pas loin de 8000 journaux télévisés et émissions, 62 000 sujets. Ça dit l'importance et le niveau de production de cette chaîne. Merci beaucoup Vincent Vatrican d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie, merci infiniment, bonne soirée. Et sachez que le parcours commun de Monaco Info et de l'Institut Audiovisuel sera bientôt mis à l'honneur dans une émission spéciale à découvrir début juillet. Cette année, une année anniversaire pour le Yacht Club de Monaco qui fête les 10 ans de son cluster. Une soirée était organisée pour l'occasion hier soir en présence du prince Albert II avec tous les membres de ce groupe très privé. En quoi consiste justement ce cluster? Comment a-t-il évolué en 10 ans? Les réponses dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. De nombreux passionnés du yachting sont en principauté. Pourtant, qui sait ce qui se cache derrière ce vaste domaine? Le cluster Yachting Monaco est né il y a 10 ans, un groupe de professionnels pour valoriser cette industrie méconnue. Et derrière chaque bateau, il y a une idée, il y a une vision, il y a des plans, il y a des modèles 3D, il y a des chantiers, il y a des ouvriers, il y a des artisans qui travaillent pendant des années et des années. Et une fois le bateau livré, il y a des équipages, des dizaines d'équipages qui travaillent à bord. D'abord, dans une optique de s'étendre sur le territoire, le cluster s'est rapidement développé à l'international. Le yachting, c'est environ 1200 emplois en principauté. C'est un peu plus de 500 millions d'euros pour l'année 2023, des chiffres de l'INSEE. Et puis c'est aussi une exemplarité puisqu'on a été copié et maintenant on voit un peu partout des clusters yachting se mettre en place. Au fil des années, on s'est aperçu qu'il était important d'aller un peu partout dans le monde, représenter le yachting de Monaco et toutes nos activités et faire la promotion de notre place yachting, Monaco Capital Advance of Yachting. Aujourd'hui, le cluster maintient son cap. Il accompagne toutes les entreprises du yachting de la principauté à travers formations et conférences pour partager une vision générale et globale du marché. L'actualité, c'est également le festival YouPaint qui s'est clôturé lundi soir par la visite du prince souverain. Il a pu découvrir les différentes œuvres des 12 street artistes internationaux venus exprimer leur vision sur le thème de cette 8e édition, les animaux domestiques. Lors de cette visite, un chèque de 31 000 € a été remis au prince Albert II pour soutenir les actions de sa fondation, somme issue de la vente aux enchères des œuvres.
L'AS Monaco Basket a un match du titre de champion de France. Les joueurs de Sacha Obradovic affrontent demain Paris dans le match 4 des finales de Betclic Elite. Pour évoquer cette rencontre, notre consultant, Ali Traoré, nous attend en studio. Bonsoir Ali Traoré. Bonsoir. Merci d'être avec nous à la veille de cette rencontre déterminante pour la Roca Team Monaco qui a mis une sérieuse option sur le titre dimanche soir. Hein. Oui, clairement une sérieuse option et même au niveau impact mental, Monaco a fait un match absolument extraordinaire à Paris. Et je pense que ça va laisser des traces dans la tête des Parisiens. Ça a paru assez facile. Hein. Oui, parce que Monaco est rentré dans le bon état d'esprit. Ils ont joué un match d'Euroleague ce soir-là. L'intensité, le collectif, l'impact physique, surtout on a vu Paris vraiment démuni face à l'intensité monégasque. Oui, Sacha Obradovic l'a dit d'ailleurs à la fin de la rencontre. Ils étaient vraiment en mode Euroleague. Oui. Quid de ce match 2 ? Alors on se dit quand Monaco peut jouer un tel match et afficher un tel visage, qu'est-ce qui s'est passé lors du match 2 ? Pour moi, Monaco est son pire ennemi. Clairement, on a pu le voir sur le match 2. Les joueurs ne sont pas rentrés dans le match comme il fallait. Ils ont été un peu suffisants. Et Paris, forcément, ils en ont profité pour gagner. Donc, une fois que Monaco switch son mode et se met en mode Euroleague, comme on a pu le dire, on voit qu'il y a une classe d'écart. Clairement, Monaco est la meilleure équipe. Et voilà, à partir de là, ce sera que le mental de Monaco qui mettra dans les bâtons de la roue à la Roca Team ou pas. Est-ce qu'il y a de la fatigue aussi, Ali Traoré ? Oui, possible. C'était une longue saison. Alors, j'ai pas compté, mais on dépasse les 80 matchs. Donc, il y a la fatigue physique, la fatigue mentale. Une fois que les joueurs ont vu que le match 1 s'est passé aussi bien, aussi facilement, ils se sont dit, on va se reposer un peu sur le match 2. Mais non, c'est pas le cas, parce que Paris, pour le coup, ils ont joué le coup à fond. Monaco peut ramener le titre à la maison pour la deuxième année consécutive, selon vous ? Oui, clairement. De toute façon, mon pronostic, c'était victoire de Monaco dès le début, parce que clairement, c'est la meilleure équipe en France actuellement. Paris est un prétendant, mais je ne pense pas que Paris ait les armes pour empêcher Monaco d'être champion cette année. Paris aussi a eu une longue saison, puisqu'ils ont été sacrés champions d'Eurocup. Oui, une très longue saison, une très belle saison. Ils ont gagné la Leaders Cup, ils ont gagné l'Eurocup. Clairement, là, c'est un bonus pour Paris d'être en finale et de jouer le titre. Ils ont ils ont une saison extraordinaire. Donc actuellement, qui gagnent ou qui perdent, leur saison sera totalement réussie. En gros, Ali, il faudra reproduire le match de dimanche pour remporter ce fameux titre tant convoité. Oui, si c'est reproduit, franchement, je ne vois pas Paris. Même s'ils font un gros match, je ne vois pas Paris gagner parce que ce Monaco-là est absolument irrésistible. Paris qui jouera devant son public à domicile. Oui, en plus on l'a vu, c'est un beau public avec 8000 personnes dans la salle, une belle ambiance, une salle qui pousse son équipe. Donc clairement Paris pour moi fera un gros match demain. Donc Monaco doit être prêt et de toute façon s'il reste en mode Euroleague en match 3, je pense que ça se passera très bien. Et éviter le match 5 et ramener donc cette coupe à la maison, c'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup Ali Traoré d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste dans le sport avec du tennis et la victoire en double de Romain Arnaudot au Challenger d'Heilbronn en Allemagne. Associé au Français Geoffrey Blancano, le joueur de la Fédération monégasque de tennis a dominé la paire allemande Wallner-Schnetter 7-5, 5-7, 10-3 après 1h53 de jeu. Parlons de toute autre chose. À présent, une information qui peut paraître anecdotique, mais qui a toute son importance. Un mérou brun a été relâché dans les eaux monégasques dernièrement, après avoir été soigné pendant 2 ans au musée océanographique. Cette espèce est une espèce protégée et joue un rôle crucial dans l'écosystème marin. Découvrez son histoire dans ce reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. 2 ans plus tard, il retrouve enfin sa liberté. Ce mérou brun avait été retrouvé affaibli dans la réserve du Larvoto par une possible infection virale. C'est le centre de soins du musée océanographique qui s'est occupé de sa prise en charge. Pendant 2 ans, on a fait quelques traitements, mais essentiellement en fait passer du temps pour le nourrir avec de la nourriture adaptée, vivante, avec des soins un petit peu au quotidien. Comme on avait déjà en tête de le remettre en mer, on a vraiment apporté des soins qui lui permettent de ne pas être trop dépendant de nous, mais de rester en fait facilement réhabilitable en milieu naturel. Passant de 20 grammes à son arrivée à 220 grammes le jour de sa remise en liberté, ce mérou brun a aujourd'hui retrouvé son habitat naturel. On l'a remis au pied du musée océanographique lors d'une petite plongée à quelques mètres de fond.
Il s'est super bien adapté très vite. En fait, on l'a positionné dans des rochers où il a pu trouver une cachette très vite et ça s'est très bien passé. Le mérou brun est une espèce protégée à Monaco et en France. Ce super prédateur de la Méditerranée joue un rôle crucial dans l'écosystème en régulant les populations de ses proies. Crisinda Thomel nous a rejoint en plateau pour les prévisions météo. Bonsoir Crisinda, quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera couvert. Alors même si quelques éclaircies tenteront de pointer le bout de leur nez, le ciel restera gris. Le climat sera cependant doux, des températures comprises entre 18 et 22 degrés. Demain, nous fêterons les Guy. Une pensée donc pour tous les Guy. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme cette édition avec le coup d'envoi de la semaine philo en principauté. Retrouvez d'ailleurs l'ensemble de la programmation sur le site officiel des rencontres philo. Et chaque soir, à 21h, sur notre antenne, la matinale du marché de la Condamine animée par Sandrine Nègre-Bonilla. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.